Tu prépares ton sac à dos, tu ajoutes des objets encore et finalement tu te retrouves avec un sac qui pèse 15 kilos pour seulement 3 jours. Je suis également passé par là et j'en ai payé le prix fort en ayant mal au dos, mal aux épaules, des ampoules aux pieds ou même encore gaspillé de l'argent dans des objets complètement inutiles. Aujourd'hui, nous allons voir cet objet inutile que tu emmènes en randonnée et que tu peux laisser chez toi sans le moindre regret. Et je te fais un petit spoiler, le dernier m'a coûté 200 € pour rien. Bienvenue sur Nexttracker et si tu débutes en randonnée ou que tu cherches à alléger ton sac à dos, cette vidéo est faite pour toi. On va parler de vrais objets et de vraies erreurs que l'on commet tous lorsqu'on débute en randonnée. Et à chaque fois, je vais te donner une alternative qui fonctionne vraiment sur le terrain. Pas de liste creuse, pas d'équipement de pro, uniquement ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai débuté en randonnée. On commence par celle que tout le monde fait et quand je dis tout le monde, j'inclus le moi d'il y a quelques années. Tu passes par la salle de bain et tu prends le shampoing au cas où, le déodorant évidemment, la crème hydratante, le gel douche, la brosse à cheveux, le miroir de voyage, ou même encore des cotons, le rasoir et la mousse à raser. Et avant même d'avoir mis la moindre paire de chaussettes dans ton sac à dos, tu te retrouves avec 800 grammes ou 1 kg de produits de soins qui sont complètement inutiles. Voilà le truc que personne ne dit et que pourtant tout le monde vit. En randonnée, tu vas transpirer. Même beaucoup. Et tu vas continuer à transpirer encore et encore. Peu importe la quantité de déodorant que tu vas emmener avec toi, à la fin de la journée, tu vas sentir la randonnée. C'est normal et c'est humain. Et les gens autour de toi, ou même si tu randonnes en groupe, sentent exactement pareil que toi. Parfois même pire. Mais ça, c'est un autre débat, on n'est pas là pour ça. En ce qui concerne le shampoing et le gel douche, si tu dors en bivouac, eh bien ils servent complètement à rien parce que tu as juste pas de douche avec toi en fait. Et si tu es en itinérance sur plusieurs jours avec peu d'eau de disponible, tu vas pas l'utiliser pour te laver. Alors voilà ce que je t'encourage de faire. Réduis ton kit d'hygiène au maximum. Je t'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je te la mets directement dans la description. Mais en gros, tu vas emmener avec toi une brosse à dents, du dentifrice, une petite savonnette de savon biodégradable pour pouvoir te laver les mains, faire ta vaisselle, etc. Un petit peu de papier toilette, si tu pars pour plusieurs jours, une petite serviette microfibre, et c'est tout, vraiment. Le reste, tu le retrouveras chez toi une fois que tu seras rentré. Et tu peux me croire que ton corps te remerciera dès ton premier col. Celle-là, c'est un classique. Et techniquement, ce n'est pas un objet. Mais c'est l'une des erreurs les plus courantes et elle mérite clairement sa place dans cette liste. Généralement, quand on part en rando, on a peur de manquer. Et lors de notre préparation, on va commencer à emmener énormément d'objets différents qui vont peser un poids monstrueux. On emporte avec nous les barres céréales, les fruits secs, les sandwichs, ou même encore une petite boîte de sardines, une baguette et pour certaines personnes, les petits amateurs de charcuterie ou de fromage pour se faire plaisir lors du midi. Et finalement, on finit avec plusieurs kilos de nourriture sur les épaules pour une journée de randonnée. Mais il faut savoir qu'en randonnée, pour une journée, ton corps puise dans ses réserves. Et clairement, tu n'as pas besoin de manger autant que tu le penses. Un bon petit déjeuner avant de partir, quelques encas sur ton itinéraire, un repas le midi, tout ça est largement suffisant pour une sortie de 6 à 8 heures. Là où l'erreur devient vraiment problématique, c'est en randonnée itinérante. En règle générale, les gens emportent avec eux de la nourriture pour 3 jours de plus que prévu. Ça se comprend parce qu'en fait, c'est par peur. Mais le résultat, c'est qu'ils arrivent à la fin avec encore la moitié de leur ration qu'ils vont rapporter chez eux. Donc en gros, ils auront porté tout ça pour rien. La bonne approche est de calculer tes besoins caloriques par jour de marche. En règle générale, entre 400 et 600 grammes de nourriture lyophilisée par jour suffisent largement. Et bien sûr, tu vas planifier en conséquence. Et si tu passes par des villages ou des villes, tu peux compléter à ce moment-là. Il y a quand même une exception notable. Si tu pars en grande randonnée sur plusieurs jours dans une zone isolée où il n'y a aucun point de ravitaillement, il va vraiment falloir calculer précisément ce que tu vas avoir besoin. Tu peux retrouver des packs qui sont disponibles sur Lyophilisé & Co pour 14 jours par exemple. Ce type de pack contient 7 kg de nourriture qui va combler le matin, le midi mais aussi le soir. Bien sûr sans oublier les snacks et les collations. Le tout pour un apport quotidien de 2200 kcal. D'autres packs sont disponibles le 3 à 5 jours ou le 6 à 9 jours. Mais dans 80% des cas, tu surcharges ton sac à dos avec de la nourriture que tu ne mangeras pas. Ah, le livre. Et je vais pas te mentir, étant un passionné de lecture, je comprends totalement l'idée. Tu es dans la nature, tu as envie de complètement te déconnecter et quoi de mieux qu'un bon livre sur ton bivouac. Mais le problème, c'est le poids. Un livre de poche, c'est entre 150 et 300 grammes. Celui-ci, par exemple, que j'ai emmené avec moi lors de ma toute première marche de longue distance, pèse 192 grammes. Et si tu pars pour plusieurs jours et que tu lis vite, tu vas en emmener 2 avec toi et ça commence à faire niveau poids là.
Mais surtout, et c'est ça que j'avais pas réalisé à l'époque, c'est que tu as déjà un écran avec toi qui est ton smartphone. Et sur ton smartphone, tu peux télécharger autant de livres que tu veux au format e-book sans peser le moindre gramme supplémentaire. Alors, je sais bien que le plaisir de lecture n'est pas du tout le même. Mais des applications comme Kindle par exemple te donnent accès à des bibliothèques entières. Tu peux donc télécharger tes livres en avance vu que tu n'auras pas forcément de connexion internet et ensuite te mettre en mode avion pour pouvoir lire tes livres en économisant même ta batterie dans ton téléphone. Tu peux également utiliser des applications comme Audible pour pouvoir écouter des livres audio. Finalement, la règle elle est simple, si tu as déjà ton smartphone avec toi, ce qui est quasiment toujours le cas, tu n'as pas besoin d'emmener un livre physique avec toi sur ton bivouac. Ton téléphone va largement suffire et ça va te permettre de garder le petit plaisir de lire un livre sur ton bivouac sans avoir un poids supplémentaire sur les épaules. On reste dans l'électronique, mais là on va monter d'un cran. Je parle des gadgets où l'on se dit ça va enrichir mon expérience en nature. La liseuse par exemple, alors qu'on vient de voir que le smartphone suffit largement. Ou encore l'enceinte Bluetooth pour se détendre ou mettre un petit peu l'ambiance entre copains sur la zone de bivouac. Mais encore la console portable, la caméra 360 en plus de l'appareil photo, en plus du smartphone, ou encore le drone pour les prises de vue. Il est vrai que chaque objet pris individuellement, le poids ça paraît anodin. Mais ensemble, tous regroupés, on se retrouve avec 1,5 kg à 2 kg supplémentaires dans le sac à dos. Et surtout, et c'est un problème majeur, c'est qu'ils ont tous besoin d'être rechargés à un moment donné. Ce qui nous amène à un cercle vicieux, parce que plus tu emmènes de gadgets, et plus tu as besoin de stockage d'énergie. Et là, tu vas avoir besoin encore plus de batteries externes avec toi. Une seule ne te suffira plus. Tu vas même prendre un panneau solaire et finalement, le poids de ton sac, il explose. Ma règle personnelle, elle est très simple. Pour chaque objet que tu veux emmener, tu vas te poser une question et tu vas y répondre honnêtement. Est-ce que je vais vraiment l'utiliser lors de ma randonnée, de mon trek ou de mon aventure longue distance? Ou est-ce que au contraire, je vais être tellement crevé qu'une fois arrivé, le bivouac monté, je vais juste m'endormir directement à même le sol ou dans mon hamac bien sûr? La réponse 9 fois sur 10, c'est la deuxième. En gros, que cet objet reste chez toi. Garde le minimum avec toi, c'est-à-dire ton smartphone, un bon appareil photo si tu es passionné de photos, pour garder un maximum de souvenirs. Si ce n'est pas la photo que tu apprécies, mais plutôt d'avoir des vidéos, tu vas emmener une GoPro avec toi, une petite DJI. Bref, tu vas emmener le strict minimum et c'est tout. Alors là, je sens que je vais en contrarier quelques-uns parce que les chaussures de camp sont souvent vendues comme quelque chose d'indispensable par de très nombreuses personnes. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de confortable pour se poser le soir après avoir retiré ses chaussures de randonnée. Et en théorie, c'est vrai que c'est pas idiot. Mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Une paire de tongs ou de claquettes basiques suffisent largement. Et ça pèse 3 à 4 fois moins qu'une paire de chaussures de camp. Tu n'as clairement pas besoin d'un objet spécialement conçu pour le camp. Ce que tu as réellement besoin après une grosse journée de randonnée, c'est simplement de sortir tes pieds des chaussures de randonnée. Et pour ça, une paire de tongs ou de claquettes totalement basiques qui va coûter 5 € suffisent largement et vont remplir le même rôle. Et en plus, tes tongs ou tes claquettes vont avoir un petit avantage bonus. Si tu dois traverser un ruisseau peu profond, tu peux sans aucun problème et surtout sans mouiller tes chaussures de randonnée. Alors pieds nus, ça le fait aussi très bien. Mais m'étant déjà coupé aux pieds dans ce type de contexte, aujourd'hui je préfère protéger mes pieds de cette façon. En conclusion, des chaussures dédiées pour le camp, c'est un produit marketing vendu à des randonneurs qui veulent optimiser leur confort. Mais dans la réalité du terrain, ça reste un luxe dans la majorité des cas complètement inutile. On arrive dans le top 2 et celui-là, il touche une idée bien ancrée, celle d'emporter avec soi l'ensemble du stockage d'eau dont on aura besoin. J'ai déjà croisé des randonneurs qui portaient entre 3 et 4 litres d'eau pour seulement une journée de randonnée. Un litre d'eau, c'est 1 kg. Le calcul il est très simple, avec 4 litres d'eau, on porte 4 kg supplémentaires rien que pour de l'eau. Et je comprends totalement l'instinct. L'eau, c'est vital, la déshydratation, c'est dangereux et donc on va surcompenser. Et beaucoup de randonneurs n'utilisent pas de gourdes filtrantes qui vont leur permettre de filtrer de l'eau qui viennent d'un ruisseau, d'un lac, d'une rivière de montagne en toute sécurité. Il existe de très nombreuses marques comme Katadyn, Sawyer ou encore Oco. Et ces marques proposent des gourdes avec des filtres intégrés qui vont éliminer des bactéries, des protozoaires ou encore des parasites.
Tu remplis ta gourde dans n'importe quelle source d'eau qui va être à ta disposition. Tu vas ensuite pouvoir boire en toute sécurité. Avec une gourde filtrante, pas besoin d'emmener des litres et des litres avec soi. Seulement 1 à 2 litres va largement suffire en fonction justement des points d'eau qui se trouvent sur l'itinéraire. Tu as simplement à compléter en cours de route et pas besoin de porter 4 kilos supplémentaires rien que pour de l'eau. C'est clairement l'un des meilleurs investissements que l'on peut faire pour s'équiper en randonnée et on peut compter entre 30 et 80 € selon les modèles que l'on va choisir. Et surtout que l'économie en poids est immédiate ainsi que spectaculaire. Alors, évidemment, il y a par moments des zones où l'eau de surface n'est pas disponible. Randonnée très sèche, milieu aride, etc. Dans ce cas-là, bien sûr, il faut savoir s'adapter. Mais en montagne ou en forêt en France ou au sens large en Europe, les points d'eau sont extrêmement nombreux et accessibles. Et on arrive au grand final, celui qui m'a coûté le plus cher au sens propre. Le panneau solaire de randonnée, tu l'as peut-être déjà vu dans l'une de mes vidéos YouTube. Ces petits panneaux pliables que l'on va venir accrocher sur notre sac à dos pour pouvoir recharger nos appareils électroniques tout en marchant, ça fait très aventurier, ça fait très autonome. Mais dans la réalité, c'est inutile dans 98% des cas. Celui-ci, je l'ai acheté plus de 200 € pour avoir un modèle compact, mais qui pèse un poids monstrueux de 1200 grammes, 1,2 kg juste pour ceci. Mais surtout, j'ai eu une très mauvaise surprise une fois sur le terrain. Parce que oui, je n'avais aucun recul sur les panneaux solaires et je l'ai vite compris quand j'étais en pleine marche. Le premier problème, c'est que pour recharger correctement un téléphone, par exemple, il faut que le panneau soit en plein soleil, pas de nuages et bien incliné. Précisons quand même que si on est en train de marcher avec le panneau accroché sur le sac à dos, le panneau peut bouger constamment. D'où l'importance d'y avoir mis un peu de paracorde pour le fixer au maximum sur mon sac. S'il n'est pas bien fixé, l'orientation change et donc du coup la recharge chute également. Et en règle générale, tu charges donc du coup à 20% de sa charge théorique dans le meilleur des cas. Et je reprécise, s'il y a un nuage qui passe, ça coupe directement ta charge. Deuxième problème, tu marches souvent dans la forêt, sous des arbres ou dans des vallées ombragées et donc là, c'est 0%. Troisième problème, les panneaux solaires sont lents, même très très lents. Et donc du coup, pour recharger un téléphone portable de 0 à 100%, bien exposé, il va te falloir plusieurs heures. Donc en gros, tu vas pas pouvoir bouger de là où tu es pendant plusieurs heures. Mais bon, il existe une solution qui fonctionne vraiment. Une bonne batterie externe comme celle-ci. Une batterie externe de 20 000 mAh au minimum va peser entre 300 et 400 grammes. Celle-ci fait 26 500 mAh et pèse 367 grammes. Elle coûte en général entre 20 et 40 €. On est sur du 22 ou 25 € pour celle-ci. Je sais plus vraiment en fait, je te mets le prix là. Mais surtout, elle te permet de recharger entre 3 et 5 fois ton téléphone en fonction de la batterie de ton téléphone. Avec celle-ci, je suis entre 4 et 5 fois. Tu la recharges chez toi avant de partir et elle fait largement le boulot une fois sur le terrain. Aucune dépendance aux conditions météo et surtout aucune contrainte sur les sentiers. Si tu pars pour plusieurs jours dans des zones vraiment isolées avec aucun accès à l'électricité, là, ok, on peut commencer à discuter du panneau solaire. Mais pour la grande majorité des cas, pour une journée de randonnée, pour 3-4 jours de randonnée, non, pas du tout. La batterie externe est largement suffisante et elle coûte pas cher. Même pour des marches de longue distance, j'emmène plus du tout le panneau solaire avec moi. Toujours possibilité de dormir dans un gîte, dans un hôtel, un camping, dans un refuge, etc. et de pouvoir recharger la batterie externe. Ce que j'ai appris en faisant toutes ces erreurs et surtout avec les années, c'est que le bon équipement de randonnée n'est pas celui où tu es prêt à tout, mais plutôt celui qui va te permettre d'avancer légèrement, confortablement et surtout de profiter au maximum. Parce que clairement, si tu es en train de souffrir à cause de ton sac à dos qui te brise le dos, qui te brise les jambes ou qui te brise les pieds, clairement tu prends zéro plaisir lors de toute ta randonnée. Chaque kilo de moins dans ton sac à dos, c'est des kilomètres en plus que tu vas pouvoir réaliser sur le long terme en prenant un maximum de plaisir. Si cette vidéo t'a été utile et qu'elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker et à t'abonner. C'est vraiment quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir et surtout qui soutient énormément la chaîne. Je te dis à très vite sur les sentiers, prends soin de toi, ciao! I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just